Marie-Jo Lafontaine est artiste plasticienne. Elle vit et travaille à Bruxelles depuis plus de 30 ans. Elle a exposé dans le monde entier. Son œuvre est multiple, textile, sculpture et puis surtout photos, vidéos et installations. Bonjour Marie-Jo Lafontaine. Bonjour. Alors je pourrais ajouter à cette petite liste, cette grande liste plutôt, que vous avez aussi réalisé le portrait officiel du roi Philippe et de la reine Mathilde. Alors c'est étonnant ça pour une artiste plasticienne comme vous, on ne vous attendait pas là ça? On ne m'attendait pas là, et puis bon, moi je ne m'attendais à rien du tout. C'est une demande qui m'a été faite. Ça vous est tombé dessus, quoi. Oui, ça m'est tombé dessus, et j'ai quand même essayé de réfléchir un moment, et quand même aussi... Bon, d'abord il faut se dire, bon, c'est une rencontre, et dans cette rencontre, on a parlé surtout qu'est-ce qu'on allait montrer comme image. Et cette image, on a essayé de la fabriquer dans la tête déjà, comment elle devait être sur l'ouverture. Mais pourquoi vous avez accepté, au fond, cette œuvre de commande? C'était la première fois que vous acceptiez une œuvre de commande? Oui, c'est la première fois que j'ai accepté. En même temps, je me suis laissée prendre dans un défi. Oui, un défi, un challenge. Et alors, bon, une fois qu'on l'a accepté, il fallait aller jusqu'au bout. Et c'était quoi ce défi, justement? Mais de savoir si je pouvais arriver à réussir une image telle que je pensais que devait être l'image qui devrait circuler. Maintenant, c'est des portraits officiels, donc ils sont toujours un peu figés, mais c'est quand même un autre portrait officiel face à l'ouverture et face à la ville que je voulais faire. Donc ça veut dire que vous aviez envie de venir aussi avec... la manière dont vous voyez ce portrait, vous aviez envie d'y apporter votre marque. Je voulais mettre ma marque parce que bon, je pense que le fait d'avoir un nouveau roi et une nouvelle reine, qu'il fallait aussi donner une nouvelle image de ce couple, quoi, qui n'est plus cette image de dorure et de lustre et de château, mais vraiment être sur l'ouverture. Et quoi, une forme de plus grande simplicité aussi ? Oui, une autre façon de les regarder que d'être dans un château. Le château, je pense que c'est un peu un enfermement, et je voulais que ce soit plutôt dans une ouverture et surtout face à la ville. Et ça a été difficile de faire admettre, de faire accepter cette idée-là, ou bien ils étaient plutôt ouverts, faisant appel à quelqu'un comme vous? Je pense qu'ils étaient plutôt ouverts et que c'était plutôt une rencontre, une discussion qui s'est passée très facilement et qui s'est faite. Bon, ça ne s'est pas fait dans les 5 minutes qui suivent, mais en tout cas, ça s'est fait et le roi et la reine, aujourd'hui, ils étaient enchantés, je crois. Et vous ? Moi, c'était plutôt un challenge et je me sentais pas toujours très à l'aise dans cet exercice-là. Dans cet exercice, quoi. Mais le résultat vous satisfait? Le résultat, il est tel qu'il est et je pense qu'il a été... il y a eu des critiques et puis il y a eu aussi ceux qui étaient très contents. Et je pense que les premières personnes qui étaient contentes, c'était, je pense, les protagonistes eux-mêmes. Est-ce que vous n'avez pas eu peur que ça vous colle un peu une image d'artiste institutionnel ou Non, parce que je suis quand même loin de là et je ne suis pas quelqu'un qui fait des commandes en général et non, pas du tout. Parce qu'effectivement, vous venez vraiment du monde de l'art contemporain, ce qui est a priori assez éloigné de ce type de monde-là. Mais je pense que c'était un challenge et si c'était à refaire, je le referais. Mais bon, c'était aller vers quelque chose d'autre et voir si je pouvais le réaliser. Il n'y a pas eu de critique dans le milieu de l'art, puisque le milieu de l'art, il s'occupe avec son travail à lui. Les artistes s'occupent avec leur truc à eux. Et donc, quoi, les critiques sont alors venues plutôt... vous parliez des critiques tout à l'heure, du grand public Oui, parfois, parce que le grand public, ils aiment bien l'establishment, là, comme on les voit. La tradition. La tradition. Mais bon, je pense que maintenant, ils sont assez contents aussi, parce que parfois, quand je vois les gens, ils me disent « Ah, c'est super les photos, c'est super les photos ». Bon, très bien. Et est-ce que ça vous a aussi alors apporté ou permis d'avoir une forme de... pas forcément de reconnaissance, mais peut-être d'être plus connu du grand public ?
Oh, je ne pense pas vraiment, parce que bon, une fois que les photos sont faites et qu'elles sont exposées, le nom s'oublie, parce que bon, ça On n'a retient plus la rien photo, à voir, quoi. hein. Bon, Est-ce qu'il y a j'avais pas besoin de ça non plus. est-ce qu'il y a un lien entre ce travail-là et votre travail habituel? Mais je fais quand même pas mal, enfin dans mon travail, comme les Babylon Babies, j'ai quand même fait, c'est beaucoup de portraits que j'ai fait. Alors justement, puisque vous citez les Babylon Babies, on va un peu expliquer ce que c'est, parce que ceux qui nous écoutent ne voient pas forcément. Donc il s'agit là d'une série de portraits d'adolescents qui sont en gros plan, enfin pas en gros plan, en trois quarts face à l'objectif, c'est ça? Face à l'objectif. Et qui regardent l'objectif. Exact. Donc on voit bien leur visage. C'était quoi justement? Et c'est vrai qu'on peut faire un lien entre les deux, parce qu'il s'agit de portraits aussi, qui peuvent apparaître un peu classiques au premier regard, mais qui ne le sont pas. Peut-être qu'ils sont un peu classiques, mais enfin, en tout cas, ils sont les Babylon Babies. C'est un projet que j'ai fait il y a une dizaine d'années, qui est sur la fragilité de ces adolescents. Ce sont des jeunes gens et des jeunes filles entre 11 et 15-16 ans que j'ai photographiés dans l'atelier face à un objectif. Donc ils sont de tout. Ce que je voulais ressentir, c'est cette fragilité, la peur, quel est mon avenir. On sent tout ça. En tout cas, quand je les regarde encore aujourd'hui, on sent tout ça dans les portraits. Et il y a des belles histoires, parce que j'ai photographié un jour une de ces jeunes filles, qui avait à ce moment-là 15 ans. Et aujourd'hui, comme vous le savez, ces portraits ont été montrés dans le bureau du bâtonnier. Oui, donc l'ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles avait effectivement une de ses photos, Jean-Pierre Boll, dans son... Il y en avait deux. Deux de ses photos dans son bureau, effectivement. Et un jour, il y a un jeune avocat qui vient et qui dit au bâtonnier, « Vous savez, moi je la connais cette fille-là. » Surpris de la voir dans ce bureau. « Ah, mais je la connais cette fille-là. »« Ah bon, tiens, c'est bizarre. Oui, mais elle est avocate. » Ah tiens, c'est marrant ça. Alors, cette jeune fille qui est dans son bureau, accrochée avec ses deux couettes en l'air, elle est venue et ils se sont vus et se sont rencontrés. C'est quand même amusant de voir comment, à ce moment-là, quelque chose s'est passé entre elle et moi, et puis 10-12 ans après, elle se revoit. Donc c'est comme si l'histoire finalement de cette œuvre continuait, oui, en fait, d'une certaine manière. Oui, elle continue, exactement. Une autre jolie histoire. Quand j'ai exposé au château de Chimay, on a montré une œuvre, enfin on en a montré beaucoup, mais on a montré dans le château, dans la salle des portraits, une œuvre de Babylon Baby, au-dessus de la cheminée, à une certaine hauteur, entre tous les anciens princes de Chimay et autres. Un jour, je n'étais pas là, un jour il y a un monsieur qui vient. Il veut voir l'exposition, il est de la contrée là-bas. Il voit l'exposition, il rentre dans la salle des portraits, il se sent mal. Il y a quelqu'un qui vient près de lui et lui dit « Monsieur, je peux vous aider ?» Et qu'est-ce qu'il voit? C'était sa fille qui était entre les portraits. Mais pourtant, il savait qu'elle avait fait. Il le savait, mais il ne avait s'attendait oublié. pas à la voir là. Ouais. Non, mais il avait oublié. C'était beaucoup plus tard. Il ne s'attendait pas à la voir aussi grande. Et puis tout à coup, entre les princes de Chimay, ce portrait de cette fille-là. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. La rencontre des choses, comment elle se fait 10-12 ans ou je ne sais pas combien d'années après que les portraits ont été faits. Et justement pour ces portraits-là, pour terminer sur ce travail-là de Babylon Babies, qui était un travail, bon, ils le sont tous j'imagine, mais c'était quand même un travail important dans votre parcours. Très important. Parce que la jeunesse et les jeunes sont un des éléments qui traversent un petit peu tout votre travail. Oui, j'ai commencé à faire les premiers portraits que j'ai faits, c'est sur les enfants, Kinder der Ruhr, qui était les tout premiers portraits d'enfants. Ensuite, j'ai fait les Babylon Baby, j'ai fait les bains de Saint-Josse avec les baigneuses. Et toute cette période de l'enfance jusqu'à l'adolescence est une période qui m'intéresse par sa beauté aussi, par son innocence, par sa fragilité. Et en même temps, c'est une fausse innocence. Parce que quand je photographiais les enfants qui avaient 7, 8, 9 ans, 8 ans, 6 ans, il y avait une vraie violence en eux. Je les ai photographiés en Allemagne, dans une école allemande en Allemagne. Eh bien, on sentait une vraie violence en eux. Et quelle violence ou comment vous sentiez ça?
Et est-ce que c'était aussi pour ça que vous aviez voulu faire ce travail? Aussi pour ça, pour voir ce qui se passe chez ces enfants-là. Et dès qu'on leur parle, et qu'on leur parle comme un adulte, sans jugement, et surtout sans jugement, à ce moment-là, ces enfants deviennent tout à coup, ils se fragilisent, et tout à coup, il y a des choses qui sortent d'eux, dont les parents ne savent rien. Comment est-ce que vous travaillez? Puisque donc vous parlez de cette relation que vous nouez avec les enfants et bien souvent avec leurs parents qui les accompagnent. D'un autre côté, ce n'est pas vous qui appuyez sur le déclencheur. Ça c'est comme, je n'appuie pas sur le déclencheur de la même façon que quand je fais mes films vidéo, j'ai une équipe cinéma avec qui je travaille. Et pourquoi? Parce que je pense que l'outil, l'appareil photo ou la caméra d'abord, je ne maîtrise pas totalement cet outil-là et que je n'ai pas envie d'être en même temps en train de diriger et de vivre les choses qui se passent sur le plateau derrière une caméra. Je préfère les vivre à côté et être disponible pour la personne qui est face à la caméra. C'est ça. Et de la diriger et de l'amener là où je voudrais qu'elle arrive. Et c'est en ça aussi que vous ne vous voyez pas comme une photographe? Je ne me vois pas comme une photographe, non. J'utilise l'outil. J'utilise l'outil, l'appareil photo, et puis je me laisse accompagner par l'une ou l'autre, par des photographes professionnels. Parce que c'est la technique de la photo en fait qui ne vous intéresse pas. Non, je n'ai pas fait des études de photographe, donc je n'utilise pas l'appareil, la technique. Mais j'utilise l'outil, oui. Alors comment est-ce que vous êtes devenue artiste, Marie Jo Lafontaine? Parce que vous parlez justement du bureau du bâtonnier. Vous avez commencé d'abord par des études de droit. Oui. Vous ne vous destiniez pas immédiatement à l'art. Comment est-ce que c'est venu? Est-ce que ça vous a pris tôt, cet intérêt ou cette curiosité pour la chose artistique, ou pas? Comment ça s'est fait? C'est-à-dire, je n'ai pas été nécessairement entourée de l'art dans ma prime jeunesse. D'abord, moi, dans votre famille? Dans ma famille. D'abord, moi, j'étais plutôt dans les internats que dans ma famille. Donc, là-bas, il n'y en avait pas tellement, sauf un peu l'art, les tableaux qui étaient dans les chapelles. Et le portrait du roi et de la reine, peut-être? Oh, peut-être aussi, ça, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, il y avait les descentes de la croix. Là, il y en avait pas mal. Donc, non. À un moment donné, j'ai été intriguée de savoir comment on pouvait, par exemple, quand vous voyez un tableau, comment on pouvait aller de l'idée au tableau et de faire surgir une émotion à partir de ce tableau vers un spectateur. C'est ce triangle-là qui m'intéressait. Comment est-ce que quelqu'un dans son atelier, Bacon, dans son atelier, tout à coup, dans cette violence qu'il a en lui, dans sa peinture qu'il a, crée un tableau, le pape par exemple, toute cette série des papes qu'il a fait, le pape qui crie, qui hurle, et tout à coup, ça sort. Et on le regarde et on a quelque chose qui se passe. Eh bien, c'est ce triangle-là qui m'intéressait. Qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive à ça? Mais ça pourrait déboucher alors plutôt sur une recherche théorique alors, ou purement intellectuelle, plutôt que de praticienne de l'art. Mais je pense au départ c'était ça l'idée. Au départ c'était ça l'idée, puis je me suis laissée prendre au jeu. Je me suis laissée prendre au jeu, et quand je suis arrivée à la Cambre, eh bien... Donc voilà, vous aviez terminé vos études de droit et vous vous êtes dit... Non, c'est pas allé aussi vite. C'est pas allé aussi vite, mais je veux dire, une fois terminé, à un moment donné, je me suis inscrite à la Cambre, oui, pour savoir comment tout ça fonctionne. C'était de l'intérêt, c'est de la curiosité, c'était de savoir comment fonctionnent les choses. Mais ça m'a toujours intéressée. Comment fonctionne une machine, comment fonctionne un système. Et vous avez commencé alors avec le textile. Oui. Et au fond, les choses ont démarré assez vite pour vous à ce moment-là. Oui, j'étais dans l'atelier de Tapta. Donc Tapta qui était cette artiste
d'origine polonaise, qui a d'ailleurs signé des sculptures dans l'espace public à Bruxelles. Oui, il y en a une magnifique. Boulevard Émile Jacquemin, par exemple. Boulevard Émile Jacquemin, en face de la Belgacom, il y en a une qui est magnifique, elle est extraordinaire. Donc, c'était une femme qui était très ouverte, qui avait l'esprit ouvert et qui m'a acceptée et qui laissait aussi de l'espace aux jeunes qui étaient dans son atelier. Et donc, c'est là que j'ai commencé. Puis, très vite, avec mes monochromes noirs, j'ai eu le prix de la jeune peinture, exactement. Et puis, ça a débouché, au fur et à mesure, sur d'autres supports, oui. Et alors, vous avez alors là commencé à exposer dans notamment des espaces ou des festivals assez prestigieux, comme par exemple la Documenta de Cassel. Oui, ou quand j'ai eu le prix de la jeune peinture, ou bien après ça, quand j'ai exposé à la Biennale des Jeunes de Paris, puis j'ai eu Beaubourg, et puis de Beaubourg, enfin, c'est une fois qu'on est dans une petite machinerie, tout à coup, les gens vous découvrent. Mais si je dis ça, justement, je parlais donc de la Documenta de Cassel, Beaubourg, Paris, Angers, et puis ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne. Ouais. Mais paradoxalement, on vous a assez peu vu à Bruxelles. Ouais. Est-ce que c'est toujours cette difficulté à se faire reconnaître dans son propre pays? En tout cas, dans les artistes de ma génération, c'était quand même plutôt difficile. Hein. C'était plutôt difficile et je ne sais pas, peut-être c'est encore difficile aussi pour la plus jeune génération, mais j'étais plutôt reconnue ailleurs, en Allemagne, en France, très vite. Et c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas. Oui, je pense. Comment vous expliquez ça? Je pense aussi qu'il y a toujours un peu pas assez de budget pour les musées, pour faire des grandes expositions qui sont coûteuses. La vidéo aussi, c'est un support qui est très coûteux pour les expositions. Peut-être que c'est difficile pour les musées de montrer des grandes installations qui ont un gros coût. Donc problème de financement, manque d'espace, vous pensez à Manque Bruxelles? d'espace, on n'a pas de musée d'art contemporain, donc c'est un peu difficile d'exposer. Et ça, c'est quand même assez fâcheux, parce que je pense qu'une ville comme Bruxelles a vraiment besoin d'un musée d'art contemporain. C'est en projet, hein, un musée d'art moderne et contemporain. Oui, ça fait 25 ans qu'il est en projet. Et puis, en tout cas, pour l'instant, il est en discussion maintenant sérieuse. Mais enfin, le fait est qu'il n'y en a pas. C'est vrai qu'il n'y en a pas à Bruxelles. Mais je pense aussi qu'il faut le faire au centre de la ville. Il ne faut pas le faire à l'extérieur. C'est très difficile pour le touriste et pour le grand public d'aller vers l'extérieur de la ville pour aller voir une exposition. Mais donc vous voulez dire que pour les artistes eux-mêmes, pour les artistes qui vivent et travaillent à Bruxelles ou en Belgique, le fait d'avoir un musée d'art contemporain à Bruxelles serait un atout important, enfin. Oui, c'est un plus. Et puis je veux dire, ce qui est important, c'est aussi que ces artistes belges, les jeunes, les moins jeunes, les très jeunes et les plus âgés, puissent être confrontés aussi aux artistes internationaux. C'est important, ça, d'être confrontés. Et puis aussi de construire une mémoire au bon moment, je veux dire, parce que un musée d'art contemporain vide où il n'y a pas des grandes ou des bonnes collections, c'est un peu dommage aussi. Comment est-ce qu'on peut se positionner? Et c'est ça que j'ai quand même fait beaucoup à l'étranger, c'est que je me suis positionnée et j'ai été positionnée. Et donc à l'étranger, vous avez été exposée dans des musées, donc oui, pas beaucoup. Dans des galeries, parce qu'il y a des galeries à Bruxelles. Oui, mais c'est pas la même chose. Hein, Les galeries, c'est une affaire privée. Les galeries font d'autres choix et puis c'est un marché. Les galeries, c'est le business. Et puis heureusement qu'il y a des galeries qui sont là pour promouvoir les artistes et les aider à réaliser des œuvres aussi. Sinon, parfois, c'est très difficile. Au moment où moi j'étais jeune artiste, il n'y avait pas beaucoup de galeries. Donc moi j'ai quand même dû trouver d'autres moyens pour survivre. L'étranger m'a beaucoup aidée. Et puis j'étais aussi prof dans une université en Allemagne pendant 8-9 ans. Hein. Pour pouvoir
pour pouvoir être artiste, quoi. Pour pouvoir être artiste. Est-ce que c'est toujours difficile aujourd'hui d'être artiste pour quelqu'un comme vous aussi, donc pour les jeunes artistes? Pour réaliser des projets, c'est difficile, surtout des projets vidéo, de refaire un nouveau film, parce que ça demande tout de suite une certaine somme d'argent. Et l'art vidéo a toujours été un peu mal à sa place. Quand on disait vous allez voir au cinéma, mais le cinéma vous renvoyait aux arts plastiques. Et les arts plastiques disaient on n'a pas de budget pour ça. Donc on est toujours un peu à la mauvaise place. Aujourd'hui ça va mieux. Aujourd'hui les choses se sont un peu arrangées. Mais il faut se remettre 20 ans en arrière. Et il y a toujours une forme de précarité. Une forme de précarité certaine. Oui. Alors pour en revenir à votre travail, puisque vous parlez de vidéos, d'installations, etc., pour un peu expliquer, comment vous décrivez votre travail? Comment vous l'expliquez? Ces photos, on a parlé des portraits, mais donc il n'y a pas que des portraits, il y a eu des vidéos qui ont été inspirées par l'actualité, par des événements. Comment vous décrivez votre travail? Est-ce qu'il y a une part d'engagement, de politique dans votre travail? Je pense que chaque travail est politique, de toute façon. Bon, je ne parle pas des peintres de marine, mais je pense que les artistes plasticiens qui sont là, chaque travail a un côté politique, de toute façon. Et d'autre part, mon travail, comment je le décris? D'abord, j'ai accédé à une renommée internationale avec mes installations vidéo, dès le départ, parce que c'était tout nouveau et que c'était un support nouveau dans les musées, surtout là. Dont la première, d'ailleurs, qui s'appelait Les larmes d'acier, et qui était un travail... Ça, c'était vraiment le moment où je suis arrivée sur une plateforme internationale importante, oui, des États-Unis jusqu'au Japon. Et qui était un travail sur le corps, on peut dire ça comme ça? C'était un regard sur le corps. Au moment, il faut remettre ça en 85, le culte du corps et le corps comme objet du culte. Et dans une installation à la Documenta, une installation frontale, et avec en même temps une installation sonore avec du son. L'image était soutenue par le son, et c'était la première fois que... Bon, c'était un travail politique, puisque qu'est-ce que c'est le culte du corps et le corps comme objet du culte. Et donc vous aviez filmé des corps en action dans une salle de power training. De sport, oui. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était plus tôt que ça, c'était dans les années 81-82 aux États-Unis, où je voyais ça. Et ça n'avait rien à voir avec le bodybuilding, qui est une autre façon, c'est de la musculation, mais différente. Mais le power training avait à voir aussi avec aller toujours plus loin avec le corps pour aussi façonner le cerveau, quoi. La douleur fait, si on dépasse tel stade d'une certaine douleur ou eh bien, ça forme aussi le fait que dans la vie du quotidien, on peut dépasser certaines choses. Alors une autre œuvre qu'on peut relier aussi à l'actualité, c'était ce travail que vous aviez fait qui s'appelait Tout ange est terrible ou Chaque ange est terrible, et qui évoquait la violence à Los Angeles. Oui, ça c'était l'affaire de Rodney King qui a été tabassé par la police, et la police, il y a eu un grand procès, et la police a été acquittée, et toute la communauté noire de Los Angeles a mis Los Angeles en feu. C'est enflammé, oui. Enflammé, et ça a duré quand même quelques jours. Et c'était, pour moi, c'était un acte tout à fait spectaculaire, et c'était quand même un de ces premiers actes qui s'est fait d'une façon aussi violente, je trouvais. Et donc, ça m'a inspiré à faire mon film Jedreng Shrek, sur le feu. Ouais. Et qu'est-ce que vous aviez envie de dire à travers cette œuvre? Mais que tout est possible. Donc c'était des moniteurs qui étaient installés... moniteurs qui sont dans une espèce de structure... structure métallique, oui. Ronde, métallique, comme si on voyait un cylindre. Et à l'intérieur de ça, vous rentrez
et vous voyez le feu, mais enfin vous voyez aussi plus que le feu. Et ça commence avec une mappemonde qui tourne en toute vitesse et qui tourne de plus en plus vite et qui prend feu. En fait, c'est une mappemonde qui prend feu. Et qu'est-ce que vous vouliez dire donc à travers cette œuvre-là, puisque vous aviez été frappé par cette réaction spectaculaire, donc. Mais que toute chose est possible en une fraction de seconde, tout peut basculer. Voilà. Et je voulais un peu montrer ça. Et le feu, c'est aussi le feu a été un outil très très précieux. Avant, on le donnait avec grande préciosité à l'autre pour pouvoir faire cuire. Et vous compreniez en même temps cette situation qui éclatait à Los Angeles, c'était bien sûr. Parce qu'elle était terrifiante. L'acquittement était terrible pour. Je pense que c'était, moi je ne suis pas juge, mais je pense que c'était la population, le citoyen à Los Angeles et la population black de Los Angeles, elle a réagi violemment. Alors, pour terminer, Marie-Jo Lafontaine, le public, on sait bien qu'il y a une très grande méfiance de la part de certains, en tout cas de certaines personnes, par rapport à l'art contemporain, par peur de ne pas comprendre, par peur d'avoir quelque chose de complètement hermétique. Vous, quel est votre rapport à ça et quel est votre rapport à votre public ? Mais je pense que les gens ont un peu peur de rentrer, par exemple, dans une grande galerie. Même s'ils auraient envie, ils ont un peu peur de franchir le pas. Mais je pense que c'est aussi par manque, quand il n'y a pas de musée d'art contemporain, les gens ne savent pas regarder. Comment est-ce qu'ils vont choisir de rentrer dans une galerie pour voir quoi, comment, avec qui? Mais en même temps, c'est vrai que parfois, donc il y a l'aspect pédagogique d'un musée d'art contemporain, évidemment, serait sans doute... Ça manque un peu. Quoi. Pour aider à changer ça. Maintenant, il y a aussi le fait que l'art contemporain est devenu, ou en tout cas a été et est encore parfois difficile d'accès, conceptuel, très intellectuel. C'est ça aussi pas toujours, mais enfin, je pense qu'il faut simplement avoir le courage de rentrer, de se donner une liberté de rentrer dans un espace où on montre l'art contemporain et de prendre ce qu'on a envie de prendre et de laisser ce qu'on ne comprend pas. Et si on le fait une fois, 10 fois, 50 fois, tout à coup on comprend très bien ce qui se passe. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des retours, avec le public qui vient voir votre travail ? Bien sûr, il y a toujours un contact. Lors des vernissages, il y a toujours un contact. Et puis les gens vous disent des choses, mais comment il faut les interpréter, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, il y a... Et c'est important pour vous ? Le contact avec le grand public... Pas forcément le contact direct, mais peut-être le retour, les impressions, la manière dont les gens voient ce que vous faites. Ça, on ne sait pas. Moi, je ne le sais pas. Et puis, je ne pense pas que c'est important. Ce qui est important pour moi, c'est de créer, de me laisser... d'être dans un projet. C'est ça qui est important pour moi. Alors justement, puisque vous parlez de projet, et pour terminer... Est-ce qu'on vous verra bientôt à Bruxelles, Marie-Jo Lafontaine ? Mais là, maintenant, le 25 avril, je vais avoir une grande exposition à Bruxelles, chez Lempertz, rue du Grand Cerf, et où je vais notamment montrer cette installation vidéo, Iedereen les Schrecklich. Donc celle dont on parlait. Hein. Là, celle dont on parle. Et puis aussi, je suis en train d'écrire et de me nourrir de livres et d'impressions pour un nouveau projet que Puisque c'est de là, en général, que vous viennent vos idées aussi, oui, de vos lectures. C'est le monde qui m'entoure et ce qui se passe dans le monde qui est un peu un fruit pour moi, quoi. Très bien. Eh bien, merci, Marie-Jo Lafontaine. Avec plaisir. Merci.